Le 1er mai 2026, un porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln, navigue dans les eaux des Caraïbes, à peine à 100 000 des côtes de Cuba. 100 000, c'est la distance entre Paris et Orléans. Ce même jour, à La Havane, un demi-million de Cubains défilent devant l'ambassade américaine. Dans les rues, les poubelles s'accumulent depuis des semaines. Il n'y a plus de carburant pour faire tourner les camions de collecte. Dans les hôpitaux, les générateurs tombent en panne faute de diesel. Dans les appartements, l'électricité est coupée 18 heures par jour. Et Donald Trump, depuis Washington, déclare qu'il envisage de s'arrêter à Cuba sur le chemin du retour d'Iran, avec ce porte-avions. Voilà où nous en sommes. Mais voici ce que peu de gens savent. La dernière fois qu'un président américain a envoyé une flotte de guerre dans ces eaux-là, en octobre 1962, le monde s'est retrouvé à quelques heures d'une guerre nucléaire. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. Ce sont des faits documentés que nous allons décrypter ensemble. Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons répondre à une seule question, mais elle est fondamentale. Ce qui se passe entre les États-Unis et Cuba en 2026, c'est une répétition de 1962 ou c'est quelque chose de radicalement nouveau et peut-être encore plus dangereux? Restez avec moi. Les 20 prochaines minutes vont changer la façon dont vous lisez cette crise. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à un moment précis, le 1er janvier 1959. Ce jour-là, un jeune avocat barbu de 32 ans descend des montagnes de la Sierra Maestra avec une poignée de guérilleros et entre dans la Havane. Le dictateur Batista vient de fuir, Fidel Castro prend le pouvoir, les États-Unis, dans un premier temps, attendent, observant. Castro n'est pas encore communiste, officiellement, mais très vite, il nationalise les entreprises américaines. Il confisque les propriétés. Il se rapproche de Moscou. Et en février 1962, Washington pose le geste qui va façonner 65 ans d'histoire, l'embargo. L'embargo américain sur Cuba. C'est l'une des sanctions économiques les plus longues de l'histoire moderne. Aucun commerce, aucun investissement, aucun dollar américain ne doit arriver dans les caisses du régime cubain. Et pendant plus de 6 décennies, cet embargo a tenu, avec des hauts et des bas, des tentatives d'ouverture sous Obama, des durcissements sous Trump 1.0. Mais en 2026, quelque chose a changé. Quelque chose de fondamental. Pour comprendre ce changement, il faut comprendre une chose sur l'économie cubaine. Cuba ne produit presque pas de pétrole. L'île importe environ 100 000 barils par jour, soit la quasi-totalité de ce qu'elle consomme. Et depuis des décennies, ce pétrole venait d'un seul endroit, le Venezuela de Hugo Chavez, puis de Nicolás Maduro. C'était un deal politique autant qu'économique. Cuba envoyait des médecins, des conseillers en sécurité, des instructeurs militaires. Le Venezuela, en échange, fournissait du pétrole à prix préférentiel. Un système de survie mutuelle entre deux régimes qui partageaient une même allergie à Washington. Mais le 3 janvier 2026, tout bascule. Ce matin-là, le président vénézuélien Nicolás Maduro pense peut-être qu'il est en sécurité. Il est à Caracas, dans le palais présidentiel qu'il occupe depuis 2013. Puis les forces américaines lancent l'opération Absolute Resolve et Maduro est capturé. Sa femme aussi. Ils sont transportés aux États-Unis pour y faire face à la justice, accusés de narcoterrorisme. À La Havane, la nouvelle tombe comme un coup près. Le principal fournisseur de pétrole de Cuba vient de disparaître en quelques heures. Et Trump ne va pas s'arrêter là. En quelques jours, Washington annonce qu'il bloque les exportations pétrolières vénézuéliennes vers Cuba. Le Mexique, qui avait commencé à jouer un rôle de fournisseur de secours, suspend ses livraisons sous pression américaine. Le 29 janvier 2026, Trump signe le décret exécutif 14 380. Tout pays qui fournit du pétrole à Cuba s'expose à des droits de douane punitifs aux États-Unis. C'est cela le blocus. Pas seulement un embargo sur Cuba, une menace contre tous les fournisseurs potentiels de l'île, une arme économique mondiale pointée contre un pays de 9,6 millions d'habitants. Résultat concret, vérifié, documenté par l'ONU, Cuba ne peut plus assurer que 40% de ses besoins énergétiques habituels. 84% des systèmes de pompage d'eau dépendent de l'électricité. Les hôpitaux fonctionnent au ralenti. Les camions de collecte d'ordures sont à l'arrêt. Les chaînes de froid alimentaire s'effondrent dans un pays qui importe déjà 80% de sa nourriture. Le frère Fedi Minoche, religieux présent depuis 10 ans à Santiago de Cuba, décrit la situation en mai 2026 de cette façon. Nourriture, gaz propane, médicaments, carburant et électricité manquent quotidiennement. Il y a des zones qui n'ont même pas d'électricité.
Ce n'est plus un embargo, c'est un étranglement. Alors voilà la question que vous vous posez probablement depuis le début de cette vidéo. Trump va-t-il vraiment envahir Cuba? Et la réponse honnête, analytique, rigoureuse est « nous ne savons pas ». Et c'est précisément ça qui est dangereux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette incertitude est en elle-même un problème géopolitique majeur. Depuis janvier 2026, Trump a prononcé des déclarations que nul président américain n'avait osé formuler depuis la guerre froide. Le 7 mars, il déclare « Cuba vit ses dernières heures dans son état actuel ». Le 16 mars, « Je vais prendre Cuba. Je peux en faire tout ce que je veux ». Le 1er mai, il évoque l'idée que l'USS Abraham Lincoln pourrait s'arrêter à Cuba sur le chemin du retour d'Iran. Sont-ce des fanfaronnades? Une tactique de pression? Une intention réelle? Pour le comprendre, il faut regarder le contexte plus large, et c'est là que l'analyse géopolitique devient vraiment intéressante. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, est d'origine cubaine. Sa famille a fui Castro. Pour lui, Cuba n'est pas un sujet de politique étrangère abstraite, c'est personnel. Et sa position est claire depuis des années, rupture totale avec la Havane, pression maximale jusqu'au changement de régime. La doctrine qui guide l'administration Trump dans les Caraïbes est en réalité très ancienne. Elle s'appelle la doctrine Monroe, formulée en 1823. L'hémisphère occidental est la zone d'influence exclusive des États-Unis. Pas de puissances étrangères, pas de régimes hostiles à Washington à moins de 150 km des côtes de Floride. Trump l'a reformulée à sa façon. Groenland, Canal de Panama, Cuba, l'Amérique doit être grande à nouveau dans son propre voisinage. Mais voilà le problème. Cette logique, poussée jusqu'à son terme, mène droit vers une confrontation. Pas seulement avec Cuba. Avec la Russie et la Chine qui ont des intérêts sur l'île, le 20 mars 2026, le département du Trésor américain inscrit Cuba sur une liste de pays interdits de réception de pétrole russe. Au même moment, un pétrolier russe chargé de 730 000 barils de brut fait route vers la Havane. Moscou teste le blocus américain. Washington surveille. Pendant quelques jours, le monde retient son souffle. Le pétrolier finira par accoster. Il sera le seul autorisé par Washington depuis janvier. Un signal calculé des deux côtés. Nous testons jusqu'où vous êtes prêts à aller. La Russie maintient à Cuba des installations d'espionnage et de renseignement. La Chine a des intérêts économiques sur l'île. Et Washington accuse officiellement Cuba d'héberger des installations de puissances adversaires ciblant la sécurité nationale américaine, ce qui figure noir sur blanc dans le décret exécutif de Trump. Ce n'est donc pas seulement une confrontation bilatérale États-Unis/Cuba, c'est une pièce du puzzle d'une rivalité globale entre grandes puissances, et c'est exactement ce qui nous ramène à 1962, octobre 1962, 13 jours qui ont failli faire basculer le monde. Le 14 octobre, un avion espion américain U-2 survole Cuba et prend des photographies. Les analystes de la CIA n'en croient pas leurs yeux. Des rampes de lancement de missiles soviétiques pointées vers les États-Unis. Des missiles capables d'atteindre Washington, New York, Chicago en quelques minutes. Kennedy est informé le 16 octobre. Il réunit en secret un groupe de conseillers, le fameux EXCOM, le comité exécutif du Conseil de sécurité nationale, et pendant 6 jours, avant que quoi que ce soit rendu public, ces hommes débattent de ce qu'il faut faire. Ce qui ressort de ces délibérations, on les connaît parce que Kennedy enregistrait en secret toutes les réunions, c'est à quel point la situation était instable, imprévisible, au bord du gouffre. Les militaires américains veulent frapper immédiatement, bombarder les sites de missiles, envahir Cuba. Le général Curtis LeMay dit à Kennedy, mot pour mot, ne pas agir, c'est l'équivalent d'un autre Munich, la capitulation de 1938 face à Hitler. Kennedy résiste. Il choisit une troisième voie, le blocus naval, qu'il appelle quarantaine pour éviter le mot blocus, qui constitue techniquement un acte de guerre. Le 22 octobre, Kennedy annonce la crise au monde entier dans un discours télévisé. Le monde découvre qu'il est à quelques heures peut-être d'une guerre nucléaire. Pendant les jours qui suivent, des navires soviétiques font route vers Cuba, chargés de matériel militaire. La marine américaine les intercepte. Et à bord de sous-marins soviétiques naviguant dans la zone de quarantaine, des officiers ont l'autorité d'utiliser des torpilles nucléaires si leur sous-marin est attaqué, sans avoir à demander l'autorisation de Moscou. Le 27 octobre est surnommé depuis le samedi noir, le jour où le monde a été le plus proche de la fin. Un avion U-2 américains est abattu au-dessus de Cuba. Un sous-marin soviétique, coupé des communications, croit que la guerre a commencé. Seul un officier soviétique, un certain Vassili Arkhipov, refuse de donner l'ordre de tirer la torpille nucléaire.
Il faut l'unanimité des 3 officiers à bord. Arkhipov vote non. Un homme a peut-être sauvé le monde. Et personne ne le sait depuis 1962. Le 28 octobre, Khrouchtchev recule. Les missiles soviétiques quittent Cuba. En échange, Kennedy s'engage à ne jamais envahir Cuba et retire discrètement ses propres missiles de Turquie. Ce que cette crise enseigne et que les analystes répètent depuis 60 ans, les crises les plus dangereuses ne sont pas celles où les adversaires veulent la guerre. Ce sont celles où personne ne la veut, mais où les erreurs de calcul, les accidents, les malentendus peuvent l'enclencher quand même. Alors, revenons à notre question initiale. 2026 est-il 1962 ? Voici mon analyse. Et je vais vous dire clairement ce qui est factuel, ce qui est une analyse et ce qui reste incertain. Premier point, factuel, la structure de la crise a des similitudes avec 1962, un blocus américain. Une île communiste à 150 km des côtes de Floride. La Russie qui teste les limites, des déclarations présidentielles qui évoquent d'une action militaire. Deuxième point, analytique. Mais la configuration géopolitique est radicalement différente. En 1962, le monde était bipolaire. 2 superpuissances, 2 blocs, 2 idéologies, les règles du jeu étaient claires. Et les 2 camps les connaissaient. Kennedy et Khrouchtchev avaient tous les 2 une raison de ne pas franchir la ligne rouge. L'annihilation nucléaire mutuelle assurée. En 2026, le monde est multipolaire. Il y a les États-Unis, mais aussi la Chine, dont la puissance économique et militaire a explosé, et la Russie, qui a démontré en Ukraine qu'elle était prête à prendre des risques considérables. Cuba est le terrain de jeu de plusieurs acteurs simultanément. Troisième point, factuel. L'état de Cuba en 2026 n'a rien à voir avec Cuba en 1962. En 1962, Cuba était pauvre mais fonctionnel, soutenu massivement par l'URSS. En 2026, Cuba traverse la pire crise humanitaire depuis 30 ans. Les hôpitaux sont à genoux, la population fuit en masse, un exode qualifié d'historique par les observateurs. Le régime est plus fragile qu'il ne l'a jamais été. Et c'est là le paradoxe cruel, le blocus américain fonctionne peut-être trop bien. Il fragilise le régime, c'est l'objectif. Mais il fragilise aussi la population civile, ce qui crée une pression humanitaire que l'Union européenne, le Canada, le Mexique commencent à ne plus pouvoir ignorer. Quatrième point, incertitude assumée, personne ne sait ce que Trump fera vraiment. Il y a 2 lectures possibles de sa stratégie. La première, c'est une pression maximale calculée, destinée à forcer le régime cubain à négocier ou à s'effondrer de l'intérieur sans intervention militaire. Trump a utilisé cette tactique ailleurs, avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Le bruit et la fureur pour obtenir une capitulation sans coup de feu. La deuxième, dans une logique de consolidation de la sphère Monroe, après le Venezuela, après le canal de Panama, après le Groenland, Cuba serait la prochaine cible d'une action plus directe. Non pas nécessairement une invasion terrestre, mais une pression militaire qui rendrait la situation du régime intenable. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Les risques d'accidents, d'escalade involontaire, d'incidents qui dérapent sont réels. Un pétrolier intercepté. Un avion abattu, une manifestation cubaine qui tourne mal. Dans une situation où les nerfs sont à vif des 2 côtés, les accidents font l'histoire. Ce mardi, le président cubain publie un message sur X. Les nouvelles sanctions viennent d'être annoncées. Il les qualifie d'immorales, illégales et criminelles. Il dit que Cuba dénoncera dans la façon la plus ferme et la plus énergique possible le siège génocidaire qui cherche à étrangler notre peuple. Et il ajoute, si une action militaire américaine devait se matérialiser, cela déclencherait un bain de sang aux conséquences incalculables. C'est la rhétorique habituelle des régimes sous pression. Mais ce n'est pas seulement de la rhétorique. Derrière les mots, il y a une réalité, un régime acculé qui n'a plus grand-chose à perdre. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette crise dans les Caraïbes vous concerne, vous, en France, en Belgique, au Canada. Laissez-moi vous donner 3 raisons concrètes. Première raison, la question du précédent. Si Trump réussit à renverser le régime cubain par pression économique, par action militaire indirecte ou par effondrement interne, cela envoie un signal à toutes les puissances du monde. Y compris à la Chine, qui observe attentivement ce qui se passe à Taïwan, y compris à la Russie, qui mesure jusqu'où Washington est prêt à aller pour imposer sa vision de l'ordre mondial. Les crises géopolitiques ne restent jamais locales. Elles créent des précédents, des règles, des nouvelles lignes rouges. Deuxième raison, la question humanitaire. L'Union européenne est partenaire commercial majeur de Cuba. La France, l'Espagne, l'Italie entretiennent des relations économiques avec l'île.
La crise humanitaire qui se développe, documentée par l'ONU, par la Croix-Rouge, par des organisations religieuses sur le terrain, va poser des questions auxquelles les gouvernements européens devront répondre. Le Canada a déjà débloqué 8 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence. L'UE, elle, se retrouve coincée. Condamner le régime cubain pour ses violations des droits humains ou condamner le blocus américain pour son impact sur les civils. Les deux à la fois? Comment? Troisième raison, la question énergétique mondiale. Le blocus américain sur Cuba n'est pas seulement un blocus sur Cuba. C'est une démonstration de la capacité des États-Unis à couper l'accès à l'énergie d'un pays entier, en menaçant ses fournisseurs du monde entier. C'est un outil géopolitique d'une puissance redoutable, que Washington vient de tester grandeur nature. Et cette démonstration n'échappe à personne, ni à Pékin, ni à Moscou, ni aux pays du Sud global qui commencent à se demander s'ils sont à l'abri d'une telle pression. Alors, revenons à notre question de départ. 1962 ou quelque chose de nouveau? Ma réponse est les deux. Et c'est ce qui rend la situation si complexe à analyser. Les mécanismes de 1962 sont là. Le blocus, la confrontation dans les Caraïbes, la tentation d'une grande puissance d'en finir avec un régime hostile à ses portes, la Russie qui teste les limites, le risque d'escalade involontaire. Mais le monde de 2026 est plus fragmenté, plus imprévisible, avec davantage d'acteurs capables d'interférer. Et Cuba est dans un état de fragilité inédite, ce qui pourrait accélérer des évolutions que personne ne contrôle vraiment. Ce que l'histoire de 1962 nous enseigne, ce que Kennedy a compris in extremis, au prix d'un vertige qui ne l'a jamais quitté jusqu'à son assassinat, c'est que les crises ne se résolvent pas en poussant toujours plus fort. Elles se résolvent quand deux parties trouvent une sortie qui leur permet de ne pas perdre la face. Pour l'instant, ni Trump ni Diaz-Canel ne semblent chercher cette sortie. Mais l'histoire a parfois des surprises. Et c'est exactement pour ça qu'il faut continuer à regarder, à analyser, à comprendre, plutôt qu'à subir. C'est ce que nous faisons ici, ensemble, sur cette chaîne. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la avec quelqu'un qui suit l'actualité, mais qui n'a pas eu le temps de creuser ce sujet. C'est exactement à ça que cette chaîne est faite. Vous donner les clés pour comprendre un monde qui va vite et qui mérite mieux que les titres de 30 secondes. Je suis le professeur Alexandre Delmas. À très bientôt pour la suite.